Avec plaisir. Merci à vous. Sans transition à nouveau, on va passer à Patrick Houssin, qui est directeur de la transformation finance groupe au sein de Veolia et qui va intervenir sur définir une stratégie IA dans la finance et la mettre en œuvre. Patrick, on vous écoute. Vous pouvez commencer. Merci Mickaël. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que ça se passe bien depuis le début de cette journée. J'espère que vous voyez bien mon écran. Oui. C'est une bonne nouvelle. Donc, je suis Patrick Houssin. En effet, je suis directeur de la transformation finance pour le groupe Veolia. Et je suis ravi de venir intervenir cet après-midi pour vous parler de la stratégie IA et plus spécifiquement dans la finance. J'ai construit la masterclass pour que ce soit malgré tout un peu vulgarisé, et que vous puissiez utiliser les éléments qui sont évoqués dans n'importe quel groupe, même si c'est centré sur le groupe Veolia à la base, et finalement dans d'autres fonctions que la fonction finance, vous allez pouvoir le voir. Alors, il va falloir sans doute que je retourne. Je vais juste essayer de faire avancer mes slides. Voilà, super. Donc la finance, aujourd'hui, c'est le centre du sujet, mais l'IA dans la finance, évidemment, c'est quelque chose qui aujourd'hui est un impératif. Je suis convaincu et que les entreprises qui aujourd'hui vont utiliser l'IA et demain surtout vont la mettre en œuvre de manière massive seront les plus performantes. Et ce sont ces entreprises-là qui auront su tirer profit de l'IA qui seront les leaders sur le marché en matière de transformation digitale. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a un premier sujet qui est d'automatiser des tâches qui sont aujourd'hui peu valorisantes et très chronophages. On a besoin de prendre les décisions de plus en plus rapidement, compte tenu aussi d'un contexte géopolitique et macroéconomique qui bouge très vite, également réglementaire. On a besoin pour ça d'utiliser énormément de volume de données par rapport à ce qu'on a pu faire par le passé. Et donc l'IA nous aide à exploiter ce volume très important. Et puis ça va permettre surtout de faire en sorte que l'humain se concentre non pas sur la production de données, mais bien sur des tâches qui ont beaucoup plus de valeur ajoutée, là où la relation humaine demeure essentielle. Alors, quelle stratégie IA mettre en œuvre dans la finance et comment la définir? C'est l'objet de cette présentation. Le contexte de Veolia, pour vous, si vous ne connaissez pas la société, c'est un contexte assez complexe en fait. Si on parle de structure, c'est un groupe international qui est présent dans plus de 60 pays et qui compte près de 1900 filiales, donc c'est d'une complexité absolue, notamment quand on parle de processus de consolidation par exemple. Évidemment, c'est bien plus compliqué que la majorité des entreprises. On a une organisation qui est très décentralisée où historiquement l'ADN du groupe c'est de laisser énormément de capacité de décision à nos business units locales, simplement parce que nos clients sont locaux, donc on a choisi de répondre de manière très customisée à leurs besoins et donc on a des organisations qui sont adaptées en conséquence. La stratégie d'entreprise, le plan stratégique, il repose sur trois piliers, la croissance, la performance opérationnelle et la génération de cash. Et donc je vais vous en parler un peu plus tard parce que c'est important que la stratégie soit définie en cohérence avec les objectifs stratégiques de l'entreprise. L'histoire du groupe, elle s'est faite par croissance interne évidemment, mais aussi par croissance externe avec de nombreuses acquisitions. L'acquisition majeure récente étant celle d'une grande partie des activités de Suez, notre principal concurrent en 2022. Ça amène forcément des environnements très complexes, très hétérogènes, avec des systèmes et des processus qui sont très variés. On est loin d'être un groupe comme Danone, par exemple, qui dispose d'un ERP mondial. Du coup, le défi de mettre en place l'intelligence artificielle, il se heurte à cette décentralisation. On a des infrastructures IT qui sont très hétérogènes, même si dès 2015,
le groupe Veolia a fait le choix d'être totalement cloud, et notamment d'adopter la solution Google, hein, on est full Google, et ça nous a permis d'être très résilients pendant l'épisode du Covid. Cette donnée elle reste compartimentée mondialement sur chaque BU. On n'a pas la capacité d'accéder globalement à cette donnée, même si elle est située sur le cloud. La culture d'entreprise, comme je vous l'ai indiqué, elle est vraiment centrée sur une autonomie locale qui est privilégiée au détriment de l'efficacité globale. Ce qui veut dire que pour mener des projets globaux, on a vraiment une grosse difficulté d'harmonisation puisqu'on fait face à des environnements et des organisations très diverses. Enfin, la culturation IA au sein de la fonction finance, de manière générale sur le groupe, mais plus particulièrement sur la finance par rapport un peu aux études qu'on a pu mener, on se retrouve avec vraiment des niveaux de connaissance de l'IA très très différents au sein de la fonction finance. Donc ça, c'est un élément qu'on doit gérer pour permettre de développer l'utilisation de l'IA au sein de la fonction. Mais l'IA, en fait, c'est vraiment un moteur de la transformation finance d'une entreprise. Aujourd'hui, il y a des investissements massifs par l'ensemble des éditeurs de solutions financières, hein, les SAP, Workday ou autres. L'IA est pour eux devenu un facteur de différenciation dans un contexte où finalement tout commençait un peu à se ressembler. Il y a une forte conviction au niveau des directions financières qui croient vraiment dans le potentiel de l'IA, avec d'ailleurs un côté un peu déceptif parce qu'il y a un décalage entre ce qu'on peut voir vis-à-vis du grand public et ce qui est vraiment en place dans la fonction finance, où finalement il y a un besoin de robustesse et de fiabilité qui fait que l'introduction de l'IA se heurte en termes de durée d'implémentation à la réalité du marché et au fait que bah, finalement il faut avoir un très haut niveau de fiabilité avant de mettre en place et d'utiliser l'IA. Il y a une intégration technologique qui est essentielle, c'est-à-dire que tous les grands éditeurs qui aujourd'hui travaillent avec nous ont tous intégré l'IA dans leur roadmap technologique. Donc ça aussi, on doit le prendre en compte dans notre stratégie de mise en œuvre de l'IA et de développement aussi de cas d'usage interne. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'aller essayer d'inventer ce qui est déjà organisé ou prévu d'être organisé par nos éditeurs de solutions technologiques. Et enfin, bah, l'IA, c'est une opportunité vraiment stratégique parce que ça va nous permettre évidemment d'optimiser nos organisations, nos processus, et donc de créer de la valeur pour la fonction finance. Pardon. Alors, quelles options stratégiques finalement pour mettre en place l'IA dans la fonction finance? Stratégie que vous pouvez reprendre et adapter à d'autres fonctions, évidemment. La première, c'est un peu celle qui était euh, celle en place par le groupe dans un premier temps. C'est finalement une stratégie assez opportuniste. L'acculturation, elle se fait de manière limitée. Je commence par le bas. Euh, le développement de cas d'usage IA en interne, c'était progressif, c'est-à-dire que finalement, il y avait des gens qui prenaient des initiatives, mais il n'y avait pas vraiment de coordination, il n'y avait pas vraiment de volonté de pousser au développement de cas d'usage internes. De la même manière, l'intégration finalement des cas d'usage qui sont apportés par le marché, c'était là aussi, on était en position plutôt d'attente vis-à-vis de ce qui était produit par les éditeurs. En matière d'harmonisation de nos solutions finance, en fait, on était dans une démarche plutôt d'obsolescence, c'est-à-dire qu'on remplaçait nos solutions un peu anciennes par des solutions tout à fait modernes et qui peuvent justement bénéficier de l'IA développée par nos éditeurs, plutôt bah, lorsque l'outil arrivait à échéance et qu'il n'y avait plus de support et qu'on n'avait vraiment plus le choix de le changer. Et puis en termes d'architecture IT, on est sur, comme je l'ai évoqué, sur une donnée locale très segmentée. Donc même si localement le volume de données, parce qu'on est une entreprise qui a, bon, on fait 45 milliards d'euros de chiffre d'affaires et on a énormément de clients localement, on a une masse de données qui est importante, mais malgré tout au niveau mondial, on ne peut pas bénéficier justement d'un accès à la donnée et de travailler sur des cas d'usage globaux pour le groupe. Alors l'idée, c'est d'aller de plus en plus vers la droite et de se dire, en termes d'opportunités, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller vers une stratégie déjà plus progressive, notamment sur l'acculturation de nos salariés, en étant plus volontariste, en faisant des actions de communication sur ce qui marche, notamment, et en les formant.
Plus précisément, je reviendrai sur ce sujet-là dans quelques slides. En matière de développement des cas d'usage en interne, là aussi, on peut être beaucoup plus volontariste, c'est-à-dire pousser et éviter la frustration de nos BU en leur disant qu'elles doivent et qu'elles peuvent développer des cas d'usage locaux avec l'objectif évidemment qu'on soit capable de les monitorer au niveau du groupe et de les dupliquer, de les répliquer dans d'autres BU. Donc en fait, on pousse les BU à être active et même proactive sur le sujet de l'IA, mais on met en place le cadre qui permet justement de monitorer et de transmettre ce qui est fait localement pour éviter d'une part que le même cas d'usage va être développé localement en Chine ou en Amérique du Sud, parce que dans ce cas-là, ça serait évidemment une perte de temps et une perte financière, puisque les cas d'usage en IA, ça peut coûter un certain budget, évidemment. Et puis, bah, l'idée, c'est aussi d'aller plus vite. C'est-à-dire que quand quelqu'un, une BU, va développer un cas d'usage dans un pays, en fait, très rapidement, l'identifier et le proposer aux autres BU à partir du moment où on est certain qu'il marche. Et en fait, les BU sont les mieux placés pour aller proposer à d'autres petits camarades ce qu'elles ont réussi à développer localement. En termes d'intégration des cas d'usage IA qui sont développés par les éditeurs du marché, on a aussi la capacité, en fait, plutôt que d'attendre qu'eux proposent quelque chose, de leur faire part de nos besoins pour qu'eux travaillent sur des cas d'usage et une capacité évidemment de développement largement supérieure à nous, pour que ce cas d'usage soit intégré dans les solutions qu'ils apportent sur le marché et qu'elles puissent servir non seulement pour Veolia, mais l'ensemble des acteurs du marché. On est également, donc ça concerne évidemment les éditeurs qui sont référencés par le groupe, mais on est également dans une veille active vis-à-vis de champs fonctionnels qui aujourd'hui ne sont pas remplis. Par exemple, le sujet des EPM, on n'a pas d'outils référencés, et où finalement on va regarder ce qui se fait sur le marché pour essayer de capter assez rapidement les évolutions et les innovations technologiques. En termes d'harmonisation des solutions, comme je vous le disais, à partir du moment où on a un périmètre très hétérogène et qu'on se retrouve avec énormément, par exemple, de RP ou de solutions de gestion du poste client dans nos différentes BU, ça empêche le transfert de savoir-faire évidemment, et ça empêche évidemment le transfert de toute IA qui serait développée autour de ces solutions finance. Donc on va avoir tendance à être beaucoup plus volontariste, de manière à arriver à un environnement beaucoup plus homogène. Et enfin, il y a un choix à faire en matière d'architecture IT. Alors, c'est pas le choix qui a été fait par Veolia, mais ça l'aurait, en tout cas, ça n'a été fait que partiellement. C'est-à-dire de se dire, bah, soit on reste avec une donnée locale très segmentée, ou au contraire, on se retrouve avec une donnée mondiale accessible. Le choix a été fait de faire un partenariat avec Mistral AI pour nos opérations et d'avoir énormément de données opérationnelles qui remontent globalement au niveau du groupe, de manière à établir des benchmarks, des bonnes pratiques et finalement d'améliorer les opérations. C'est pas un choix qui a été fait sur l'ensemble de la donnée accessible, notamment dans le cas de la finance, mais dans le cas des autres fonctions support. Finalement, quelle est la meilleure stratégie? C'est celle qui consiste en fait à favoriser l'adhésion, c'est-à-dire que définir une stratégie qui ne va pas être ensuite mise en œuvre tout simplement parce qu'il n'y a pas d'adoption vis-à-vis de cette stratégie, ça serait une erreur. Et donc pour ça, il faut vraiment respecter l'ADN et la culture du groupe. Et dans le cas de Veolia, ça veut dire qu'en fait, il faut faire coexister une stratégie globale tout en favorisant l'initiative locale. Alors, pour mettre en œuvre le déploiement de l'IA dans la finance, il y a 5 étapes que nous, on a identifiées. La première, ça concerne vraiment les cas d'usage, c'est-à-dire le fait d'identifier, de mettre des priorités et de déployer ces cas d'usage au sein du groupe. La deuxième étape, c'est vraiment d'intégrer l'intelligence artificielle dans la roadmap de transformation finance. Donc, pas faire en sorte que l'IA soit accessoire, mais que l'IA soit au cœur de la roadmap de transformation finance en liaison avec les objectifs stratégiques du groupe. Le troisième point, c'est évoqué aussi par Safran précédemment, c'est vraiment de mettre en place une gouvernance, un comité de pilotage qui permet à nouveau d'identifier et de faire remonter les cas d'usage et ensuite de les transmettre aux autres BU, mais aussi un comité de pilotage qui est là pour éviter les dérives de l'IA, s'assurer que le côté éthique est respecté,
la personne de Safran parlait de l'IA Act. Je pense que c'est un sujet qui va revenir tout au long de la journée, évidemment, mais il y a vraiment un sujet éthique vis-à-vis de l'IA qui est essentiel. Un risque de cybersécurité, évidemment, de fuite de données ou d'intrusion dans vos systèmes quand on parle d'IA. Quatrième étape, il s'agit de communiquer. Évidemment, il s'agit notamment de communiquer sur les cas d'usage qui marchent, parce que le succès entraîne le succès. Et donc pour finalement faire en sorte que les gens adoptent l'IA, il n'y a rien de mieux que de leur prouver que ça fonctionne et que ça génère de la valeur. Dernière chose, mais c'est pas la moins importante, c'est tout ce qui concerne un peu le change management. Évidemment, il faut acculturer, il faut éduquer et il faut former nos collaborateurs en développant leurs compétences en matière d'IA. Donc il y a 5 étapes qui sont toutes très importantes. Je vous propose malgré tout peut-être de faire un focus sur la première et sur la dernière. En ce qui concerne les cas d'usage, en fait, la démarche que nous, on a adoptée est la suivante. La première, ça a été, en partant du bas sur le graphique, la première, ça a été vraiment d'interroger l'ensemble de nos BU sur des cas d'usage soit déjà en réflexion ou implémentés, ou des cas d'usage potentiels. C'est-à-dire un peu leur rêve, là on est vraiment dans le domaine de qu'est-ce qui serait top de faire et qu'est-ce qui serait super que l'IA nous aide à faire, même si aujourd'hui c'est pas encore une réalité. Ce qu'on a fait ensuite, c'est un benchmark externe pour se dire, bah, en dehors de tous les cas d'usage que nous, on a identifiés, qu'est-ce qui est fait par d'autres groupes du CAC 40 ou dans le monde, etc. Et pour ça, bon, on a interrogé, on a travaillé avec des cabinets de conseil, et puis également, on est allé voir d'autres petits camarades sur la place de Paris. Également, on participe régulièrement à des cercles de réflexion qui nous permettent en fait de savoir ce que font euh, les autres groupes et de se dire bah, finalement on peut peut-être nous aussi avoir un intérêt dans ce cas d'usage auquel on n'avait pas pensé. Évidemment, une fois qu'on a l'ensemble de ces cas d'usage, l'objectif c'est de les évaluer, savoir lesquels vont vraiment créer de la valeur, lesquels sont faisables, compte tenu évidemment des contraintes technologiques qui sont celles du groupe, et puis celles qui sont faisables dans un laps de temps assez réduit. Bah, je pense que vous l'avez bien vu, l'IA, c'est quelque chose qui évolue très vite. Donc si là, finalement vous partez sur des cas d'usage que vous allez développer en interne et qui vont mettre 18 mois à être mis en œuvre, il y a de grandes chances qu'au bout de 6 mois, votre cas il soit déjà obsolète, qu'il a déjà été inventé par quelqu'un d'autre, ou même qu'il ait éventuellement été intégré finalement à une solution proposée par vos éditeurs. Donc évidemment, il faut aller très vite sur les cas d'usage à développer en interne, de manière qu'ils soient rapidement testés, et s'ils sont la conclusion est qu'ils apportent de la valeur, vite les répliquer à l'intérieur du groupe. Pour ça, bah, il s'agit vraiment de prioriser les cas d'usage en mettant l'accent sur les critères que j'évoque. Et puis finalement, ce qu'on a décidé nous, c'est de vraiment choisir 3 POC, donc des Proof of Concept, sur lesquels on va travailler plus concrètement, de manière à ce qu'on puisse vérifier très rapidement qu'ils marchent. Et à nouveau, les transmettre au groupe pour qu'ils les utilisent et qu'ils se rendent compte que l'IA, oui, ça apporte quelque chose bien au-delà de ce qu'on peut voir en tant que grand public, évidemment. L'évaluation des cas d'usage, elle se fait sur beaucoup de critères, évidemment des critères de profitabilité, de création de valeur, et c'est pas seulement des critères financiers, mais c'est aussi par exemple un sujet comme la satisfaction des employés. Il y a évidemment des critères techniques, compte tenu de l'architecture du groupe, on ne peut pas faire tous les cas d'usage, il y en a certains qui ne fonctionnent pas, donc, voilà, notamment l'accès à la donnée. Le sujet des risques, est-ce que l'introduction de l'IA va apporter une augmentation des risques techniques ou des risques économiques de l'entreprise? Et donc, quels sont les plans d'atténuation qu'on va mettre en place pour faire en sorte que cette IA soit utilisée à bon escient? Et puis, dernier point, c'est évidemment l'architecture, hein, à nouveau. Euh, Est-ce que finalement, le développement de cette IA, ça va amener euh, des risques vis-à-vis de notre architecture ou des besoins d'évolution, de manière à ce que finalement on puisse répliquer les cas d'usage à l'intérieur du groupe. Cinquième étape sur laquelle il est important peut-être de faire un point, c'est le fait du change management, hein, vraiment.
d'acculturer et de communiquer et de former nos employés. Ça veut dire montrer le potentiel de l'IA au-delà de ce que vous, grand public, pouvez découvrir, sur un usage. Nous, on est vraiment sur, montrer que l'IA peut apporter de la valeur dans la fonction finance et dans une utilisation dans la fonction finance. Donc on n'est pas sur, du prompt grand public, on est vraiment sur du développement, d'IA dédié, à la finance. Je pourrais, après, lors des questions, évoquer quelques cas d'usage concrets, qu'on a développés dans la finance, si ça vous intéresse. La deuxième étape, c'est vraiment, enfin le deuxième point, c'est vraiment d'éduquer, hein, nos collaborateurs. Et éduquer, ça ne veut pas dire seulement acculturer à l'IA, mais c'est aussi montrer les aspects un peu moins brillants de l'IA, le fait qu'évidemment, il y a des risques, hein, qui sont inhérents à l'IA en matière d'éthique, en matière de risque de fuite de données, de risque d'intrusion dans nos systèmes. Donc ça, c'est essentiel parce que, on essaye vraiment de ne pas frustrer nos collaborateurs sur l'utilisation de l'IA, mais en même temps, on veut surtout pas quand même qu'ils importent de la donnée, confidentielle à l'extérieur, de nos systèmes. On a, comme c'était le cas de Safran, c'était évoqué, un ChatGPT sécurisé qui a été mis en place par le groupe. Et puis montrer l'impact économique et écologique de l'IA. L'IA, c'est formidable, mais malgré tout, ça coûte cher à développer. Et puis il y a une empreinte écologique, et énergétique, évidemment, qui est importante. Donc la première question qu'on se pose, vis-à-vis de l'IA, c'est: est-ce que j'ai besoin de l'IA? Est-ce qu'elle va créer de la valeur? Et si oui, dans ce cas-là, je me dis, comment je vais la développer. Mais finalement, il y a un certain nombre de cas qui sont remontés, dans lesquels on s'est aperçu qu'il n'y avait pas besoin d'IA, et que c'était plutôt des sujets d'automatisation, de RPA, ou voire même de processus. Donc c'est important de mettre en œuvre l'IA de manière, responsable. Dernier point, il s'agit de former, alors apprendre à prompter évidemment, mais surtout, comme je le disais, à utiliser des cas simples d'IA pour améliorer la productivité dans la fonction finance. Et puis nous, équipe de transformation finance, on travaille sur des cas un peu plus complexes, évidemment, de manière à ce que demain, bah, on puisse les développer et les répliquer, localement. En conclusion, vis-à-vis de l'IA, donc l'IA, c'est une opportunité majeure pour la fonction finance, plein de fonctions, mais notamment pour la fonction finance, et ceci même dans un contexte très compliqué et décentralisé comme l'est le groupe Veolia. Si on est capable de le faire, à notre rythme, ça veut dire qu'on est capable de le faire dans toutes les entreprises. Ça suppose évidemment que cette, stratégie IA, elle soit alignée avec les objectifs stratégiques du groupe et qu'elle soit adaptée à la culture de l'entreprise. Ça veut dire que pour nous, on a mis en place une stratégie progressive qui permet de concilier centralisation et autonomie des business units, de manière à respecter l'ADN du groupe. Et on espère faire ça tout simplement, de manière à ce que finalement la culture de l'IA et la culture de la donnée, elle progresse, et que finalement on arrive à faire changer un peu les mentalités, et que dans une deuxième phase, on passe à une transformation beaucoup plus profonde, de la fonction finance, qui permettra, ou en tout cas qui se traduira clairement par une évolution du rôle, des financiers, plus de production de données, beaucoup plus d'analyse et d'aide, à la prise de décision, le développement de nouvelles compétences, clairement, au sein des équipes finance. Bon, dans 3 à 5 ans, enfin, moi, je suis convaincu qu'un comptable n'existera plus. Et un certain nombre de fonctions, comme le contrôle de gestion, notamment, et cetera, auront finalement énormément évolué. Et puis, finalement, ça suppose aussi un renforcement, en fait, de la collaboration entre la finance, l'IT et les opérations. Moi, quand je suis arrivé dans mon poste, ça a été mon premier souhait, ça a été finalement de décloisonner la finance et de faire en sorte qu'on travaille tous ensemble par rapport au challenge que représente, l'intelligence artificielle. Je vous remercie pour votre attention, et si vous avez des questions, je suis là pour y répondre.